l'intimité de l'histoire. Et aujourd'hui, Clémentine, elle n'a pas choisi un surnom d'homme, mais voulait qu'on l'appelle par le nom de son mari, Madame Humphrey Ward, une femme qui, on peut le dire, elle n'a pas aidé la cause des femmes. Oh, mais c'est pas si simple que ça. En tout cas, nous avons souvent parlé dans cette émission des pionnières du féminisme et des suffragettes qui se sont battues pour le droit de vote des femmes. Eh bien, chose étonnante, oui, messieurs, il a également existé une ligue puissante animée par des femmes opposées au vote des femmes, une ligue anti-suffrage. Dans un article paru dans le Times le 27 février 1909, un farouche opposant au droit de vote des femmes explique que la croissance de l'Empire britannique, avec les responsabilités que cela implique, et la complexification des problèmes qui se posent aux hommes d'État, est incompatible avec le vote des femmes. L'auteur ajoute qu'en aucun cas les hommes ne devraient être gênés dans leur travail par l'inexpérience politique des femmes. De toute façon, de toute évidence, les différences physiques et émotionnelles entre les sexes rendent les femmes totalement inaptes à la politique. Bon, voilà ce genre de choses, les suffragettes. Ce qui est fou, c'est qu'il y avait quand même eu la reine Victoria qui a régné jusqu'en 1901. Mais vous avez raison, mais pour ça, les Anglais sont extraordinaires. Voilà, cet aveuglement. Ils confient leur destin aux femmes, mais de là à leur donner le droit de vote. En tout cas, ce genre de propos, les suffragettes anglaises ont l'habitude de le lire dans le Times, sauf qu'en l'occurrence, l'auteur, mais devrais-je dire l'autrice, est une femme, justement, cette Mary Augusta Ward, présidente de la Ligue anti-suffrage, créée un an auparavant. On est donc en 1909, je le disais. Ben oui, on a du mal à le croire et à le comprendre, mais à la fin du 19e, au début du 20e, quand cette question commençait à devenir vraiment brûlante, ce sont des centaines de milliers de personnes qui ont signé des pétitions contre le vote des femmes. D'abord parce qu'à l'époque, la certitude de la supériorité intellectuelle des hommes imprègne tellement la société que bien des femmes y croient elles-mêmes, ou alors elles préfèrent maintenir le statu quo. Trop sensibles, impulsives, les femmes formeraient un électorat mal équipé qui, comme le prédit un pamphlet anti-suffrage, je cite, abaisserait la qualité de notre législation et augmenterait les lois capricieuses, émotives, tatillonnes. Mais oui, parce que c'est ce que sont les femmes, capricieuses, émotives et tatillonnes. Et puis, les anti-suffrages évoquent aussi la menace pour la vie de famille. Imaginez qu'un mari et sa femme ne soient pas d'accord politiquement. Ils vont forcément se quereller sur l'allégeance politique. Et puis, si les femmes sont moins concentrées sur la santé et le bonheur de leur foyer, ça va être préjudiciable pour les enfants. Donc, le vote, c'est vraiment décidément très, très mauvais pour la famille. Alors, dans l'appel que Madame Ward fait signer en juin 1889 par une centaine de femmes influentes, elle écrit « Nous croyons que le processus d'émancipation a maintenant atteint les limites fixées par la Constitution physique des femmes. » Extraordinaire, 1889. Et ces arguments négatifs et alarmistes ont quand même réussi à convaincre certaines femmes de s'opposer effectivement au vote des femmes. Ce qui est intéressant, c'est que certaines anti-suffragettes ont quand même des arguments plus élaborés que ça. Elles considèrent que les femmes ont un rôle à jouer dans la société, mais dans la réforme sociale. Et leur vocation doit s'exercer dans des projets à vocation communautaire. Elles n'ont pas besoin de droit de vote pour ça. Donc, vous voyez, selon ces anti-suffrages, il faut ouvrir aux femmes les instances locales, dans les associations, dans les communautés, dans les mairies, mais pas au Parlement. Au Parlement, ça servira à rien. Donc, dès 1889, ces antis affirment que les femmes seront des citoyennes plus précieuses à la vie nationale sans le vote qu'avec lui. Vous voyez, c'est pas simplement l'argument de base de les femmes n'ont pas la capacité intellectuelle, non. D'autant que, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que cette démarche anti-suffrage, elle est soutenue par les femmes parmi les plus influentes, les plus puissantes, les plus intelligentes d'Angleterre. Elizabeth Wentworth, directrice du premier collège pour femmes d'Oxford. Gertrude Bell, première femme diplômée d'Oxford. Elle est secrétaire de la Ligue anti-suffrage des femmes lors de sa création en 1908. Et Mary Augusta Ward, dont je vous parlais à l'instant,
protestants qui exigeaient qu'on l'appelle Madame Humphrey Ward, et qui a été la grande leader de la cause anti-suffrage. Eh ben, c'est une femme d'élite, une brillante intellectuelle, romancière, polyglotte. Elle a soutenu ardemment l'ouverture d'Oxford aux femmes. Elle a fondé une école pour enfants handicapés, préconisé l'instruction pour les plus pauvres. Et elle était la grande apôtre du travail social. Son livre sur le sujet était un best-seller. Donc, vous voyez, c'est pas une femme au foyer. C'est pas aussi simple. Hein. C'est pas blanc ou noir. Exactement. Et en 1909, Ward affirme que 250 000 personnes, hommes et femmes, ont signé sa pétition contre le vote. La guerre va passer par là. Elle va évidemment tout changer au sort des femmes. Et en février 1918, le Parlement britannique accorde le droit de vote aux femmes de plus de 30 ans. Donc, plus de 8 millions de femmes vont voter pour la première fois. Notre Mary Ward, là, elle assiste au débat sur la loi. Hein, et quand elle entend ça, eh bien, elle s'effondre sur son siège et elle fond en larmes. D'une certaine manière, elle a bien fait de mourir en 1920 parce qu'elle ne verra pas 10 ans plus tard, 1928, le droit de vote pour toutes les femmes à partir de 21 ans. Voilà, telle était Mary Ward, effondrée sur son siège à Westminster en apprenant que les femmes allaient voter. C'est pas beau, ça? Oui, c'est beau. Merci Clémentine.